Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais continuer de faire rentrer dans la conversation les présents. Bonsoir, bienvenue donc pour ce nouveau rendez-vous INSECSport. Je vais donc mettre en évidence notre invité pour que tout le monde le voit en grand. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Adrien Balduzzi, qui est le directeur marketing et événementiel à la Fédération française de handisport. Bonjour Adrien. Bonjour Julien. Merci de votre présence avec nous ce soir pour partager un peu votre parcours auprès des étudiants de nos écoles INSEC notamment, un nom que vous connaissez bien. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, Adrien Balduzzi. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis le directeur marketing événementiel de la Fédération française handisport. Je suis un ancien élève de l'INSEC, en l'occurrence. Donc, j'ai un parcours bachelor et master au sein de l'école. Clairement, j'ai toujours travaillé plus ou moins dans l'événementiel auprès de différentes fédérations, soit le basket, la lutte ou handisport notamment. J'ai eu un parcours où j'ai monté une agence événementielle que j'ai revendue il y a 2 ans maintenant, avec l'opportunité de revenir à la fédération handisport en tant que salarié et à ce poste que j'occupe aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire, en tout cas, si on insiste un peu sur le parcours, vous dites avoir toujours travaillé dans le milieu de l'événementiel. C'est un milieu qui vous attirait depuis tout petit, l'organisation, est-ce que c'était vous qui organisiez les repas de famille, enfin, etc. Comment ça se passait? Alors oui, c'est quelque chose le sport déjà de manière générale m'a toujours intéressé. J'ai eu la chance faire une courte carrière de sportive. Et puis j'ai eu des différentes blessures comme beaucoup d'entre nous dans le milieu du sport. Et puis donc à l'âge de 16-17 ans, j'ai fait un sport-études multisport dans un lycée parisien. Et lors d'un de ces événements-là, la Fédé Handisport qui cherchait des bénévoles via l'UNSS et via la FFSU m'a proposé d'être bénévole. Je suis parti dans cette aventure et c'est là où je suis rentré en fait dans le grand bain des grands événements sportifs avec un championnat d'Europe de basket fauteuil en l'occurrence. J'avais 16 ans. Et puis de fil en aiguille, j'ai apprécié ce mouvement, j'ai gravité. Alors d'abord à ramasser des bouteilles d'eau, à essuyer le parquet comme un bon bénévole de base, entre guillemets. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Puis gravité avec des postes de management sur les événements en freelance. Et puis après, avec des postes plus importants, on va dire, et avec de plus grandes responsabilités. Mais c'est vrai que depuis, j'étais le genre de profil qui organisait les matchs avec l'école d'à côté, même au collège, où voilà, il y avait des petites rivalités intercollèges. Voilà, et donc j'étais un des fervents organisateurs d'événements locaux et conviviaux qu'on peut connaître dans le monde scolaire ou en dehors. D'accord. Alors, on va un peu se concentrer sur le poste que vous occupez actuellement. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu en détail la Fédération française de handisport? Ça peut un peu encore flou pour les étudiants, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous la décrire en détail? Quelle est-elle? Comment est-elle organisée? Quel est son champ de compétences, etc. Alors, pour faire simple, la Fédération française handisport, son objet social, c'est de permettre à toute personne ayant un handicap physique et ou sensoriel une activité physique et sportive. Donc, avec une déficience physique, c'est assez simple pour tout le monde. Vous avez l'image du fauteuil, mais pas que. Il y a toutes les personnes qui sont amputées, toutes les personnes qui ont des maladies voilà, ou des problématiques qui atteignent certains de leurs membres ou leur motricité. Sur le handicap sensoriel, ça va être les déficients visuels jusqu'aux aveugles, donc les personnes qui voient très mal jusqu'aux aveugles, et ou les personnes sourdes et malentendantes qui sont aussi dans notre champ de compétences. On a nos confrères de la Fédération du sport adapté qui, eux, gèrent les déficiences mentales et psychiques. Donc, à la Fédé Handisport, malgré le fait que souvent on résume par le mot handisport l'ensemble des pratiques pour les personnes en situation de handicap, on ne gère pas tout le champ du handicap mental et psychique.
Partant de ce postulat-là, pour ceux et celles qui connaissent un peu l'organisation du monde fédéral en France, donc chaque discipline est reconnue par le ministère et à ce qu'on appelle une délégation de service public pour organiser la fête de natation, la natation, le foot, etc., etc. Et par construction historique, notamment après la guerre, la Seconde Guerre mondiale et les mutilés de France et gueules cassées et autres, la Fédé de sport adapté et la Fédé handisport avaient en transverse de l'ensemble de ces fédérations l'organisation pour les publics en situation de handicap, l'organisation du sport pour ces personnes, mais en transverse de l'ensemble des fédérations. C'est-à-dire, on a une fédé multisport qui a la délégation de service public et donc la gestion des équipes de France, la gestion des championnats, la gestion courante associative de l'ensemble de ces publics pour l'ensemble des sports. Alors justement, ça allait être un peu ma toute petite précision, cette particularité de gérer tous les sports dans la fédération. Alors, à la différence, par exemple, de la Fédération française de tennis qui ne gère que le tennis, vous avez le champ sur l'ensemble des activités sportives. Alors, c'est l'histoire, et oui. Et donc, on est la seule fédération française qui est déjà impliquée sur les Jeux d'hiver et d'été. C'est-à-dire que là, on vient de sortir de Tokyo et on repart à Pékin dans quelques jours. Donc, c'est aussi, en termes structurels, un jugement des collectivités et de l'État tous les 2 ans et non pas tous les 4 ans. En termes de résultats, de performances, sur les licences moins, mais sur les médailles aux Jeux. Et puis, effectivement, il y a ce côté multisport qui permet aussi de créer des synergies et d'orienter mieux les athlètes en situation de handicap qui, des fois, par un manque de maillage étroit en local, se disent en fait, j'ai un club de basket à côté de chez moi, donc j'ai toujours fait du basket, mais ils n'ont pas forcément été orientés vers un club d'aviron ou vers un club de natation pour lequel ils seraient peut-être plus épanouis et ils auraient, en tout cas, pu performer. Donc voilà, c'est aussi notre rôle, grâce à cet ADN multisport, de mieux orienter les personnes vers les pratiques qu'ils souhaitent faire déjà. Et puis, s'il y a une logique de performance, de les orienter vers des sports où leurs aptitudes ou leur morphologie leur permettraient d'être plus vite sur le devant de la scène à haut niveau. Ok. Est-ce que vous pourriez un peu notamment nous la détailler, cette fédération, dans l'organisation administrative? Quels sont les métiers? Quel est votre champ d'action à vous en tant que directeur marketing et événementiel? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous parliez des jeux, comment vous allez intervenir dessus? Alors, la fédération, déjà, elle est organisée comme n'importe quelle autre fédération sportive, c'est-à-dire qu'on a un siège, alors à Paris ou ailleurs pour certaines, mais donc un siège national, avec après 17 comités régionaux et à peu près un peu moins de 90 comités départementaux. Donc, dans chaque département, il y a un organe déconcentré de la fédération et on a 1500 clubs. Aujourd'hui, en licenciés, ça représente environ 35 à 40 000 licenciés en fonction des années. Qui sont en situation de handicap et qui sont affiliés à la fédération. Après, concernant l'organisation de la fédération en elle-même, effectivement, on a des services à la fois généraux et supports, donc pour trouver la compta, la finance, les RH, la com, qui est un périmètre à côté du mien. La com n'est pas intégrée, parce que dans certaines fédés, market, com sont mutualisés. Là, nous, on a fait le choix d'avoir deux services bien distincts. Donc, moi, market et événementiel. Et puis, de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle la DTN, mais ça, je pense que vous maîtrisez tous, étudiants sur les filières sportives. Donc, la direction technique nationale qui gère plutôt la partie sportive, développement, expertise, formation fédérale. Où il y a peut-être une ambivalence, parce que dans certaines fédérations, maintenant, le DTN et le directeur général sont une seule et même personne. Chez nous, on a encore, et c'est plutôt bien, 2 experts indépendants, c'est-à-dire qu'on a le DTN qui gère la partie sportive et on a le DG qui sont au même niveau, en transverse, en hiérarchie, qui gère tous les services généraux et supports. Voilà. Donc voilà un petit peu l'organisation. Moi, clairement, aujourd'hui, mes actions sont très, très vastes. Mais si on les synthétise en 3 grands points, la première, c'est faire rentrer de l'argent dans la fédération et des ressources diverses et variées, que ce soit matériel, financière, éventuellement même humaine à travers des mécénats de compétences.
Deuxième périmètre, ça va être de faire rayonner la fédération dans son écosystème. Donc, c'est comment on active. Alors, ça peut être des stratégies de lobbying, ça peut être des stratégies événementielles, ça peut être des stratégies de représentation publique. Voilà. En tout cas, ce genre d'intervention ce soir, il contribue à faire accroître la notoriété de la fédération dans un écosystème à la fois sport et à la fois handicap, puisque nous, on a un double positionnement, d'être actif, bien sûr, sur le champ sportif, mais pas que, aussi sur le champ du handicap. Et puis, le dernier grand axe, c'est l'événementiel, où là, ça contribue à l'axe 2, mais c'est vraiment valoriser un savoir-faire, renforcer l'ADN multisport de la fédération à travers des événements majeurs et internationaux en grand nombre, puisque chaque année, la fédération organise à minima un championnat d'Europe ou un championnat du monde, chaque année, ce qui n'est pas le cas de toutes les fédérations dites olympiques ou homologues. Donc chaque année, il y a un événement sportif international. D'ailleurs, pour ceux et celles qui le souhaitent, cette année, on aura les championnats d'Europe de rugby fauteuil dans 15 jours maintenant, puisque la série d'ouverture est le 22 février à Carpentier, Paris 13e. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller faire un petit saut, vous serez les bienvenus. Et puis, à travers ces événements, renforcer les deux axes, valoriser dans son écosystème la fédération et puis faire rentrer des partenaires et des ressources financières, puisqu'on sait que les événements, pour les marques, sont un vecteur d'engagement et pour eux de visibilité. Alors, Adrien, vous disiez votre première mission, aller chercher de l'argent, en l'occurrence pour la fédération. Quel est le budget de la fédération globale? Quel est son pourcentage de partenaires privés? Et qui sont vos partenaires? Qu'est-ce que vous leur proposez en plan de communication, stratégie de communication? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors, évidemment, j'imagine que l'ensemble des actions RSE, de cette importance d'accompagner l'inclusion, etc. Mais quels sont les axes de développement? Alors, la fédération, c'est une des fédérations qui est la mieux dotée en partenaires privés, puisque ça fait très très longtemps qu'on travaille là-dessus et que on est soutenu par le ministère des Sports, bien sûr, et l'Agence nationale du sport, mais compte tenu du nombre de sports qu'on gère, on se devait d'aller chercher de l'argent privé. Donc aujourd'hui, le budget de la fédération, c'est 12 millions d'euros de budget. Donc, pour donner un exemple, c'est 3 fois la fédération de tennis de table. C'est le même budget que la fédération de natation. Pour autant, nous, on gère 25 disciplines de haut niveau, dont 16 paralympiques. Donc, quand on divise par le nombre de sports, ça reste une fédération à faible revenu, mais avec un budget global concentré important. Sur ces 12 millions d'euros, il y a à peu près 45% à 50% qui viennent de l'État et des différentes collectivités. Et puis, il y a environ 35%, c'est-à-dire à peu près 4 millions d'euros, qui vient de partenaires privés ou en tout cas d'entreprises privées. Qu'elles soient partenaires ou clientes, puisqu'on a différents services. Donc aujourd'hui, l'offre de la fédération sur la partie marketing, il y a effectivement le sponsoring, de manière très classique, de la visibilité, des actions de communication brandée de la marque avec nous, des choses assez classiques. Il y a des axes de mécénat sur plutôt justement l'engagement RSE ou l'engagement sociétal, sans parler forcément de RSE au sens large dans le spectre d'une entreprise, mais plutôt de se dire des actions de bénévolat qui sont mises en place ou des actions de collecte de fonds par les collaborateurs d'une entreprise sans aller dans une démarche plus globale, stratégique de RSE. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Je donne un exemple concret, les H-Games. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept interentreprise qu'on a développé avec United Heroes. Voilà, c'est un des champs qu'on active actuellement sur comment engager des populations dans le but qu'elles s'engagent soit financièrement, soit humainement auprès de la fédération sur du bénévolat ou des actions de donation. Et donc, je disais les clients, puisqu'il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas être partenaires parce qu'on a un certain nombre de secteurs avec des exclusivités comme l'énergie, comme la banque, comme l'assurance. Et une fois qu'on a EDF, qu'on a Société Générale, qu'on a Covea, Renault, Decathlon, c'est compliqué d'aller chercher Intersport, d'aller chercher Total, d'aller chercher des marques concurrentes puisque les secteurs sont bouclés. Et donc, on propose à toutes ces entreprises un certain nombre d'actions, soit de mécénat sur du don sans visibilité, soit des prestations
de sensibilisation de leurs collaborateurs à la thématique du handicap. Donc, on va en entreprise faire intervenir soit nos athlètes de haut niveau sur des thématiques diverses et variées, soit sur leur parcours sportif, mais ça peut être aussi sur des parallèles entreprises, savoir rebondir, atteindre ses objectifs et autres. Et puis, des animations sportives. C'est comment on démocratise la thématique du handicap en entreprise par le jeu et par le sport. Et donc là, on va créer une animation, un tournoi de basket fauteuil sur l'heure du déjeuner chez Free. Et donc, les collaborateurs, pendant l'heure du déjeuner, peuvent pratiquer l'activité et ça libère la parole autour d'une thématique qui n'est pas forcément évidente de prime abord à aborder pour les employeurs ou même pour les managers en interne. Donc voilà, ça peut être les différents segments, on va dire, de business. Quels sont vos liens avec les autres fédérations et plus généralement avec les partenaires de ces fédérations? En l'occurrence, vous parliez d'EDF, qui est un partenaire du sport en France important. Enfin, vous parliez de Decathlon, un équipementier, enfin, etc. Quel est votre lien avec les autres, vos confrères et vos consoeurs? Alors, ils sont multiples. Déjà, sportivement, on a des conventions avec la plupart des fédérations sur l'accompagnement qu'on fait auprès d'eux sur l'expertise d'accueil de public en situation de handicap dans des clubs affiliés de leur fédération. Donc, je prends l'exemple du tennis de table, ou canoë-kayak, voilà, on a des conventions sur lesquelles on va accompagner sportivement à ce qu'ils puissent s'ouvrir à accueillir des publics en situation de handicap. Donc, ils ouvrent des sections handisport et ils bénéficient à travers d'offres marketées de l'affiliation gratuite, des licences gratuites, de choses comme ça. Et puis après, sur la partie purement partenaire, on est, pour être en toute transparence, un peu concurrent. C'est-à-dire que C'est ce que j'allais dire. Là, très clairement, il y a une concurrence en fait là-dessus. il y a une concurrence, mais comme n'importe quelle fédé, hein, quand une marque s'engage avec Roland Garros, par exemple, souvent, elle en fait son fer de lance et que derrière, elle ne va pas avoir beaucoup de budget pour le mettre à la fédé de natation ou à la fédé handisport ou à d'autres fédérations. Donc, on est en concurrence sur un marché dynamique de l'événementiel qui est très dynamique qui vient de se dynamiser encore plus avec l'accueil des Jeux, puisque toutes les marques veulent parler de sport. Et toutes les marques veulent parler de sport et de handicap. Donc souvent, et c'est là où on va être concurrent et ou partenaire, on va apporter à certaines fédérations le regard sur la thématique du handicap que eux ne peuvent pas intégrer parce qu'ils ne sont pas experts de cette thématique et donc ils viennent nous voir pour qu'on puisse être un peu en sous-traitance de certains projets. Je pense à la FFC avec lequel on bosse beaucoup là-dessus, sur leurs partenaires, sur lequel ils ont de plus en plus de besoin de parler de handicap et donc on vient en transverse, en marque blanche presque, assurer les contreparties qu'ils doivent à leurs partenaires sur la thématique du handicap. Et du handicap. Voilà. Est-ce que, notamment sur vos partenaires, on parle beaucoup dans le sport de visibilité, de plan média, etc. Qu'est-ce que vous arrivez à apporter? Vous parlez de concurrence avec les autres fédérations quand plusieurs fédérations ont des plans médias, ont la possibilité de diffuser leurs matchs à la télévision, leurs rencontres, etc., du storytelling. Qu'est-ce que vous arrivez à apporter, vous, là-dedans? Alors, clairement, nous, on va pas jouer sur l'axe purement audience. C'est-à-dire que si on joue sur les volumétries d'audience, c'est sûr qu'on ne sera pas bankable par rapport au foot, au rugby ou au tennis. Mais ce n'est pas du tout la vocation qu'on veut avoir. On va plus jouer effectivement sur l'axe RSE, social, engagement des collaborateurs, le côté émotionnel aussi. C'est-à-dire, clairement, on est une cause qui va au-delà du sport. Effectivement, le sport, c'est un prérequis, mais ça permet aussi de parler d'un autre thème qui est le handicap en entreprise et donc d'avoir des activations un peu différentes. Après, clairement, sur la partie audience, plan média, plan de com, on tend quand même à être… on n'est pas reconnu comme tel, mais pour autant, on a une visibilité médiatique largement, alors souvent, et je m'adresse à vous, étudiants, quand vous postulez chez nous, vous dites toujours oui, on voudrait que ça soit plus vu et compagnie, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce que le handisport était plus ou moins vu que la fédé de tennis de table? Ou est-ce qu'il est plus ou moins vu que la fédé d'aviron? Est-ce que c'était plus ou moins vu que la fédé d'un certain nombre de fédés? Alors oui, on pense au foot, au rugby et au tennis, voire éventuellement, dans certains cas, à l'athlé et à la natation sur certains très gros événements.
Mais en réalité, on voit beaucoup plus de handisport à travers les profils de nos athlètes et les histoires de vie qu'il y a à raconter que ces fédérations, que les autres fédérations, à part celles que je viens de citer, là, les 5-6 gros mastodontes qui ont des plans médias monstrueux. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que souvent dire on aimerait qu'on les voit plus, oui, c'est un fait, on est d'accord, et il faudrait qu'on en voit plus à proportion des autres sports olympiques. Pour autant, alors, si on compare sur les Jeux, la fédération handisport a une couverture médiatique pendant les Jeux qu'aucune autre fédération a, puisqu'on gère tous les sports, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est aussi l'émotion qu'on met dans cette thématique du handicap qui fait que souvent, elle cache la réalité objective de la couverture médiatique qu'on peut avoir. On parle très souvent de Théo Curin, on parle très souvent de Marie Baucher et d'Arthur Baucher. Voilà. Et c'est vrai qu'en proportion de chaque fédération, on a une visibilité relativement importante. Mais par contre, si on accumulait tous les sports olympiques par rapport à tous les sports paralympiques, effectivement, là, il y a encore du travail à faire et à améliorer ses audiences et ses plans médias. Est-ce que vous pourriez nous détailler, par exemple, un, un partenariat d'une marque? Qu'est-ce que fait, par exemple, EDF avec vous? Qu'est-ce que fait Covea avec vous? Enfin, est-ce que vous pourriez nous détailler précisément comment ça s'est passé? Comment vous avez construit cela? Est-ce qu'on est plutôt sur des partenariats à long terme ou plutôt du one-shot, etc. Alors, tous nos partenaires sont des partenaires extrêmement fidèles, puisqu'on va fêter les 30 ans avec EDF, par exemple. SG, ça fait plus de 20 ans. Renault, ça fait 25 ans. Bref, dès qu'ils ont goûté au mouvement handisport, ils retrouvent aussi une certaine convivialité qu'ils n'ont pas forcément avec les autres fédérations qui sont peut-être plus professionnelles sur certains aspects. Mais du coup, il y a ce côté moins social et moins prégnant que peut apporter le handicap. Après, si je détaille clairement le partenaire historique et le plus grand partenaire qu'on a qui est EDF, pour vous donner alors je ne peux pas vous donner de budget concret, mais pour vous donner des fourchettes, c'est entre 600 et 800 000 euros par an. Ça fait quand même des budgets quand même conséquents. Il y a un axe fort qui est la com interne, c'est qu'ils nous activent essentiellement sur de la com interne, comment on engage leurs collaborateurs sur la thématique du handicap, comment on engage les collaborateurs à faire du sport, à la qualité de vie au travail. C'est un des grands enjeux. Il y a tout l'enjeu acculturer le grand public au handicap et au handisport, donc faire connaître, démocratiser. Il y a un gros accompagnement de leur part sur les événements. Il y a de la visibilité de manière très globale sur tous les droits équipe de France, donc sur tous les maillots, de tous les sports et compagnie. Et il y a un engagement auprès des jeunes, notamment, donc ils soutiennent l'ensemble de nos structures déconcentrées, c'est-à-dire les pôles France, les pôles jeunes et autres. Je ne sais pas si je dois répondre, Julien, en même temps aux questions du chat. Oui, je vais les relayer. Je vais vous les poser. Il y en a déjà une question de Baptistin, de nos étudiants parisiens. Allez-vous participer? Alors, je pense que vous l'avez lu, en l'occurrence, Adrien. Est-ce que vous voulez donc participer à l'organisation de ce French Open Para en 2022? Alors, on est à la Genèse même avec Geoffrey Nizan. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain avec lui, après-demain, pardon, avec lui à la Fédé. Donc, le club organisateur est un club valide de la FFTT, en l'occurrence, qui a une section handisport avec 4-5 athlètes de notre fédération qui brillent d'ailleurs par leur performance. Et la volonté du club était d'avoir un tournoi international et de la fédération aussi. Donc en année 1, on les a accompagnés de manière un peu externe sur la mise en place du tournoi, sur les logiques où ils avaient un peu de manque, c'est-à-dire par exemple le transport, la gestion des bénévoles, voilà, donc même financièrement, on a apporté un soutien. Et cette année, on est en co-organisation. Donc la réponse, c'est oui, on y sera. Et oui, on est co-organisateur du tournoi avec le club de Skyping. Et il y a tout le staff événementiel qui sera mobilisé, puisque cette année, de par la première édition qu'on a organisée l'année dernière, on est passé classe 40. Alors, pour ceux qui ne savent pas parler à grand monde, cette classe 40, mais en gros, c'est l'équivalent d'un grand chelem en tennis de table en e-sport. Et donc, du coup, on est investi à leur côté pour structurer ce tournoi et le pérenniser pour que ce soit une échéance de qualification pour nos athlètes français chaque année.
Vous parliez tout à l'heure des Jeux Olympiques. Quel va être donc votre rôle? Comment vous allez travailler là-dessus? Depuis combien de temps vous travaillez sur ce sujet? Bref, pouvoir nous détailler un peu les coulisses de ce qui attire énormément, en l'occurrence, nos étudiants, de par notamment l'intérêt qu'ils peuvent y avoir. Alors, clairement, sur la partie Jeux paralympiques, nous, on n'est pas du tout impliqués, puisque c'est le COJO, comme vous le savez, qui gère toute l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Pour autant, on a une place un peu particulière, parce qu'effectivement, sur le champ du paralympisme, on va dire qu'on n'est pas le seul expert, mais en tout cas, avec le Comité paralympique sportif français, on va être et la Fédération de sport adapté, on va être des chevilles ouvrières importantes de l'expertise externe. Donc, nous, notre rôle, ça va plutôt être d'accompagner le COJO sur comment appréhender la thématique du handicap, que ce soit en termes de spectateurs, que ce soit en termes de bénévolat, que ce soit en termes aussi des spécificités de nos sports. Mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas vocation à remplacer l'organisation et à être impliqué dans l'organisation, si ce n'est que notre présidente, bien sûr, siège au CA du COJO, mais comme beaucoup de présidents et présidentes de fédération. Après, nous, voilà, on va vraiment être en soutien extérieur. Ils vont venir aussi sur nos événements et donc notamment, pour répondre à Baptistin aussi, sur le tournoi de tennis de table à Saint-Quentin, il y aura, de par notre implication, un certain nombre de collaborateurs de Paris 2024 qui vont venir se former et apprendre à s'acculturer à ce qu'est le tennis de table en e-sport, parce que il est vrai que pendant longtemps, et par méconnaissance, je pense, mais comme tout organisateur des Jeux, hein, le bien-pensant disait je sais faire les Jeux olympiques, donc je saurais faire les Jeux paralympiques, parce qu'il y a moins d'athlètes, mais il y a quand même tellement de spécificités que si on ne l'a pas vécu un peu avant, ça devient vite un échec. Donc, ils ont bien pris en considération ça depuis Tokyo et ils vont venir sur tous nos événements pour aller prendre des informations sur ce qu'il faut faire, pas faire, quelles sont les problématiques bien particulières. Et voilà. Après, donc, on sera un pourvoyeur de talents et de compétences externes pour eux. Est-ce que, notamment, pouvoir nous expliquer un peu ce lien avec les sportifs? Vous disiez qu'il y avait un peu on va dire, de pédagogie à faire aussi avec vos clients, votre écosystème autour du handicap. Quand on travaille dans la fédération de handisport, quel regard vous avez donc sur ce monde du handicap, en l'occurrence? Est-ce que ça a changé votre regard? Est-ce que, voilà, peut-être parler de on va dire de ce monde du handicap qui doit évidemment, à premier abord, pas forcément évident, peut-être un peu de crainte, etc. Comment ça se passe là-dessus? Alors moi, c'est vrai que comme je vous l'ai dit en préambule, de par mon parcours, je baigne un peu dedans depuis mon adolescence. Donc pour moi, c'est devenu une banalité ou une normalité. Donc, pour moi, le handicap, c'est une singularité comme une autre. Donc, c'est une de nos valeurs à la fédération. Hein, mais c'est-à-dire que le handicap, et d'ailleurs le mot, si on prend l'étymologie, c'est dans une situation donnée. C'est pour ça qu'on dit les personnes en situation de handicap et qu'on ne dit plus une personne handicapée, puisque c'est cette situation qui la rend en situation de handicap et non pas l'inverse. Puisque, je vous donne un exemple concret, vous êtes en situation complexe financière avec des crédits sur le dos, vous avez une situation qui est ultra singulière. Est-ce que c'est pas plus difficile à vivre que d'avoir qu'un bras de naissance? Je ne sais pas. Les deux situations sont singulières. Les deux situations engendrent un handicap de vie, plus ou moins de longue durée, et qui peut être pérenne ou non dans le temps. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le champ du handicap, toutes les situations sont singulières, toutes les personnes sont singulières, mais on pourrait faire le champ sur la discrimination raciale, religieuse, homme-femme. Enfin voilà, pour moi, c'est une singularité comme une autre, et qui, au lieu d'être un frein ou une faiblesse, entre guillemets, sur lequel on peut se cacher en tant que minorité, il faut mieux la faire valoir, montrer que c'est une force
et que ça a une plus-value dans la société, que ces gens ont toute leur place, ces personnes ont toute leur place dans la société et qu'ils ont des talents et qu'on va parler de talents et non pas de situation. Parce que on peut être en situation de handicap et avoir un bac+8 et être médecin. On peut être en situation de handicap et être un athlète de haut niveau qui saute plus de 8 mètres à la longueur. Voilà, c'est chaque conception, en fait, on essaie, en France et partout dans le monde, hein, mais on essaie de mettre les gens dans des cases, mais plus en France qu'ailleurs, j'ai l'impression. Voilà, on essaie de faire rentrer les gens, mais voilà, le côté singulier, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à la fédération et qui, pour tous les collaborateurs de la fédération, c'est une des valeurs ultra importantes et qui fait un peu notre leitmotiv, c'est on prend les gens tels qu'ils sont et on adapte la pratique à eux. Et on n'essaye pas de faire l'inverse, ce qui, dans le monde traditionnel, ce qu'on va appeler le monde ordinaire, pour ne pas dire le monde valide, souvent on dit, en fait, voilà, la règle du sport, c'est ça, et vous rentrez dans le cadre, vous faites autre chose. Non, nous, notre boulot, c'est l'inverse, justement. C'est prendre la personne telle qu'elle est et de se dire, OK, bon, alors qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, et on va adapter la pratique à ce que tu peux faire. Et donc, de ne pas lui dire, en gros, aujourd'hui, tu es en situation de handicap, voilà tout ce que tu ne peux plus faire. En fait, non, notre discours, ça va être l'inverse, c'est-à-dire, voilà, tu es aujourd'hui en situation de handicap, ça change ta vie, mais il y a plein de choses que tu peux faire et voici tout le panel d'activités que tu peux faire. Et dans le discours, on pourrait, voilà, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais voilà, c'est plutôt de se dire, on tente toujours d'avoir le verre à moitié, de voir le verre à moitié plein pour montrer toutes les possibilités qu'offre cette nouvelle singularité et cette situation de vie qu'une personne handicap peut avoir. Et quel est le lien avec justement avec ces sportifs en situation de handicap? Vous, le directeur marketing, comment vous les intégrez au plan de communication avec les sponsors? Alors, c'est de plus en plus des beaux ambassadeurs et des beaux, comment dire, des belles égéries pour les marques. Donc déjà, il y a un rôle d'orientation. Donc souvent, ils m'aiment bien, parce que quand ils savent qu'Adrien appelle, c'est qu'il y a souvent des touches partenariales derrière pour leur donner un peu d'argent. Donc, on a des relations étroites avec l'ensemble de nos athlètes. La fédération, c'est 380 athlètes de haut niveau, pour info, puisqu'on est multisport. Donc c'est quand même un vivier important. Après, les relations, voilà, on ne fait pas de favoritisme, donc on ne va pas être agent on n'a pas le rôle d'agent ou d'orientation, mais on va juste faire des passes en fonction d'un portrait robot qu'une marque va me dire, tiens, moi, je veux une égérie plutôt féminine, plutôt handicap invisible, plutôt qui va devoir bien parler en public. Voilà. Et donc, nous, on va faire matcher ça avec des profils qu'on a à la fédération. Et après, on les met en relation et notre boulot s'arrête là. On ne va pas faire le boulot d'agent. Parce qu'on a trop d'athlètes pour pouvoir structurer au quotidien cela. Après, clairement, aujourd'hui, et je reviens à mon dire tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux être à la fédération de tennis de table ou à la fédération de handisport? Clairement, je préfère être un athlète en situation de handicap aujourd'hui. La force et la spécificité, la singularité d'un athlète en situation de handicap lui offre beaucoup plus de ressources financières et de touches partenariales qu'un athlète olympique d'un sport mineur en termes de médiatisation. Parce que aussi pour des logiques d'équité, les marques se disent, tiens, je sponsorise Florent Manodou en natation, il faut que je trouve un athlète paralympique en natation. Et donc, du coup, même s'il a une aura médiatique et une audience à des années-lumière de ce que peut avoir Florent Manodou, pour des raisons d'équité et de logique de marque, ils vont aller chercher un athlète chez nous. Sauf que comme on a 380 athlètes de haut niveau, on retrouve vite les mêmes profils. Donc, nos athlètes, pour la plupart, ne sont pas à plaindre financièrement non plus. Même si on a la même logique, hein, plus les sports sont moins médiatisés, plus les sportifs ont besoin d'aide quand même. Une petite question de Mathias. Bonjour, le ski fauteuil fête ses 20 ans cette année. Pensez-vous qu'avec les JOP cette année amènera de nouveaux pratiquants ou les JO 2024 prennent-ils trop de place dans les communications et médias? Bonne question, Mathias. Alors, on espère que ça apportera, comme Tokyo l'a apporté pour les Jeux d'été, un boost sur les licenciés. Pour info, c'est la première fois qu'on voit ce boost. Avant, malgré les performances sur les Jeux paralympiques de nos athlètes handisportifs, il n'y avait pas forcément d'effet de levier sur les licenciés. C'est la première fois qu'on l'observe là après Tokyo. Donc, pour votre info, on est à plus 27% de licenciés par rapport à l'année dernière, ce qui est énorme.
Donc, on espère qu'il y ait le même engouement sur les Jeux d'hiver, puisque notre équipe de France, je pense que Mathias a l'air de connaître, puisqu'il sait le nombre d'années que le ski existe en e-sport, mais on a fini 3e aux Jeux de Pyeongchang, 3e nation paralympique. Donc, c'est quand même du jamais vu. On a les mêmes athlètes aussi performants, donc Arthur Baucher, Marie Baucher, Benjamin Davier, tous ces grands athlètes qui vont certainement nous faire encore vibrer. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent derrière, qui émergent et qui vont, à mon avis, générer un bon nombre de médailles. Donc, on espère que toutes ces médailles vont influer effectivement sur le nombre de pratiquants et le nombre de bénévoles aussi dans les structures. Après, il ne faut pas se le cacher, en termes de partenariat, les marques sont plutôt engagées sur des marques à connotation à des sports plutôt sport d'été que sport d'hiver, parce qu'il y a derrière en toile de fond Paris 2024. Et pour rien vous cacher, j'ai même des athlètes sport d'hiver de haut niveau qui participent à Pékin et qui se posent la question de se mettre à des disciplines dont les fibres musculaires pourraient être similaires, pour se mettre à des sports d'été, en se mettre un focus sur 2 ans pour essayer d'être performant en cyclisme ou en tir, ou bref, pour vivre l'expérience des Jeux d'été à Paris, en France. Donc oui, je pense qu'il y a une place importante des JO de 2024 qui va peut-être nuire au sport d'hiver. Pour autant, de manière très générale, on pense que les résultats sportifs de nos athlètes vont quand même permettre de surfer sur la vague et d'attirer de nouveaux pratiquants et de nouveaux bénévoles. J'aimerais qu'on approche de la fin. J'aimerais qu'on puisse aborder, si vous le voulez bien, la partie événementielle. On a beaucoup parlé du market, etc., de ce besoin, en l'occurrence, de développer encore plus, évidemment, de participer au budget, comme toute structure, et bien de votre fédération. Sur l'événementiel, combien d'événements dans l'année, combien d'organisations, combien de bénévoles, combien d'opérations vous organisez avec les sportifs, avec vos marques, bref, un petit focus sur l'événementiel. Alors, uniquement sur la partie événementiel sportif et grands événements nationaux ou internationaux. Donc, comme je l'ai dit, chaque année, il y a un événement international de type championnat d'Europe ou championnat du monde qu'on organise. Donc, cette année, il y en aura même 2, puisqu'on aura le rugby en février, fauteuil, et puis on aura le cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines en octobre. Ensuite, on a 2 meetings internationaux, donc le tournoi de Skyping que Baptistin a évoqué tout à l'heure, et puis au mois de mai en l'occurrence. Et puis on aura le Handisport Open Paris, qui est un meeting international d'athlétisme au mois de juin. Après, il y a 25 championnats de France, dont un événement un peu plus majeur où on regroupe plusieurs championnats de France sur le même site et le même week-end. On a un événement à destination des jeunes publics issus des centres médico-sociaux, qui sont les Jeux nationaux de l'avenir handisport. Et puis, après, il y a tous les événements business. Donc là, par exemple, il y a un Club France organisé pour les Jeux de Pékin au mois de mars à Paris, pour tous nos partenaires. Il y a un certain nombre d'événements RP qui sont organisés tout au long de l'année, comme des clubs partenaires, comme des activations de marque, grand public ou one-shot, notamment sur la thématique de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un champ sur lequel les employeurs nous demandent de plus en plus d'aller. Donc, on organise des forums emploi en lien avec les collectivités et les marques. Voilà, donc, pour faire simple, on est sur 5-6 événements majeurs sportifs. Et on est sur une trentaine d'événements quand on intègre les championnats de France des petites disciplines sur lesquelles on va graviter tout au long de l'année. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de week-ends à nous, puisque ceux et celles qui veulent travailler dans l'événementiel, ça veut dire si à la Fédération Handisport, par exemple, 20 à 30 week-ends par an, c'est-à-dire la moitié de l'année où vous êtes loin de chez vous. Mais c'est un métier passionnant et une histoire de vie et plein de rencontres aussi, donc il faut être prêt à ça. Est-ce que vous avez un projet ou vous avez un plan de carrière, vous, Adrien? Est-ce que vous êtes fixé des choses pour votre futur, pour terminer cette conférence? Clairement, oui, il y a des rêves. Donc j'ai toujours, mais depuis très jeune, voulu diriger une fédération. Donc je pense qu'il me reste une marche à gravir, on va dire, dans une fédération. Est-ce que ce sera chez Handisport ou ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera éventuellement un projet
pourrait à court, moyen ou long terme exister. Après, bon, on a la chance aussi, lorsqu'on atteint ces strates hiérarchiques, entre guillemets, d'être sollicité par des cabinets de chasseurs de tête de manière régulière. Donc, les touches pour intégrer des groupes, soit des groupes médias pour parler du handisport ou du handicap, soit des collectivités territoriales aussi qui veulent développer en direct des collectivités ou de l'État. Voilà, donc, en gros, soit, sans parler de politique, mais soit se rapprocher du monde des collectivités territoriales sur des postes d'organisation de la politique parasportive, soit plutôt organisation dans une grande fédération ou sur des activités business. Voilà, je m'exclus aucune opportunité, mais voilà, je suis très bien où je suis aujourd'hui, avec plein de beaux projets en cours. Donc, on va déjà les mener à bien, et puis après, on verra où le vent nous mène. Si c'est dans une fédération, si c'est dans un groupe privé ou si c'est dans une collectivité territoriale pour apporter l'expertise sur le champ du départ à sport. Très bien. On est très petit, donc on se retrouve toujours. La preuve, c'est que Baptistin, je sais qu'il est dans le comité d'orga. Donc voilà, typiquement, on se connaît à peu près tous dans les comités d'organisation sur la partie événementielle et on recroise souvent les mêmes profils. Eh bien, merci en tout cas de votre présence parmi nous ce soir. Merci d'avoir échangé sur votre parcours. Et puis, on va suivre évidemment l'actualité avec beaucoup d'intérêt de la Fédération de handisport. Merci en tout cas, Adrien, de votre présence ce soir. Merci à vous. Et vous êtes dans une bonne école, donc restez-y. Très bien. Merci. On voit que ça fait de beaux diplômés, de beaux collaborateurs et dirigeants de fédération. Merci beaucoup. À bientôt, Adrien. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.